Les élections sénatoriales, les toutes premières au Togo, n'auront plus lieu le 2 février 2025 comme prévu. Elles sont projetées au 15 février 2025 par un décret adopté en Conseil des ministres. Cette modification intervient suite à la demande du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques CPC de prolonger la période de dépôt des dossiers initialement prévue pour être clôturée le 23 décembre dernier. Selon les explications du cadre permanent de concertation CPC, les sénatoriales se tenant pour la première fois au Togo doivent faire l'objet d'une bonne préparation et d'une bonne organisation. Le calendrier d'alors prenait de court les formations politiques qui souhaitaient y participer. Ainsi, après consultation de la commission en charge des élections CENI, la date limite de dépôt des dossiers est rallongée du 28 décembre 2024 au 7 janvier 2025. Quant au jour du scrutin, le 15 février 2025 a été indiqué. Dans les déclarations du président de la CENI, cette échéance électorale doit contribuer au renforcement du processus démocratique et institutionnel au Togo. Par ailleurs, plusieurs partis d'opposition ont déjà appelé au boycott de ce scrutin. Selon eux, participer au sénatorial reviendrait à approuver le coup de force constitutionnel faisant basculer le Togo dans une 5e république. Pour d'autres partis, aussi de l'opposition, c'est plutôt l'occasion de ne pas laisser un Sénat être encore dominé par la mouvance présidentielle et ses acolytes, comme ce fut le cas de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel et d'améliorer son attractivité, le port autonome de Lomé poursuit sa mission au Mali. L'objectif de cette rencontre est non seulement de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel, mais aussi de sensibiliser ces opérateurs aux nouvelles mesures instaurées au port de Lomé visant à faciliter et dynamiser les échanges commerciaux avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Tout au long de leur mission, l'occasion est donnée à la délégation togolaise d'exposer les réformes mises en œuvre sur la plateforme portuaire pour améliorer son attractivité et son efficacité en tant que port de transit pour les pays de l'Hinterland. Parmi ces réformes, on peut citer la plateforme digitale pour la démarche au port de Lomé qui a été officiellement lancée en octobre dernier afin d'accélérer les opérations d'enlèvement des marchandises, ensuite tracer les activités de chacun des acteurs en mettant en évidence les délais de traitement et enfin situer les responsabilités, comprendre les réclamations et trouver des solutions consensuelles. Cette plateforme a des fonctionnalités comme les déclarations et paiements en ligne, le suivi des expéditions, l'accès aux informations, à savoir les procédures portuaires, les tarifs et les réglementations. Espace collaboratif, à l'instar de la plateforme, le port autonome de Lomé dispose depuis avril 2024 d'un centre d'appel permettant à la clientèle du port autonome de Lomé de saisir l'administration portuaire pour faire part d'éventuelles difficultés rencontrées dans les différentes démarches sur l'espace logistique. En multipliant les initiatives de coopération avec les pays de l'AES, le Togo espère renforcer la position du port de Lomé comme point d'accès stratégique pour le Sahel vers le marché international. Depuis quelque temps au Togo, l'on assiste à une augmentation significative des arnaques téléphoniques, des fraudes par SMS, des dévalusements de comptes mobile money. Il s'agit des pratiques qui exploitent la vulnérabilité des utilisateurs de téléphones mobiles. Ces escroqueries continuent et prennent surtout de différentes formes. Pour mettre fin au phénomène, l'État togolais veut passer à l'identification systématique et obligatoire des cartes SIM pour plus de sécurité. En effet, selon l'autorité, cette identification est obligatoire à tous les abonnés au service de communication électronique au Togo. Aussi, l'exécutif interdit la vente anarchique des cartes SIM et surtout la vente de celles préactivées et préidentifiées. Cette décision permettra une meilleure traçabilité des communications électroniques pour un environnement numérique sain. Par ailleurs, il est aussi demandé aux opérateurs de limiter le nombre de cartes SIM qu'un même abonné peut détenir auprès d'eux.
L'hypertension artérielle est un problème de santé publique au Togo selon l'Organisation mondiale de la santé. Autrefois maladie du sujet âgé, aujourd'hui les jeunes adultes sont davantage concernés. D'après l'enquête STEPS, le quart de la population togolaise âgée de 18 à 65 ans est victime de la maladie. Ceci signifie que la prévalence de l'hypertension artérielle est en augmentation. D'autres études démontrent que cette prévalence est très élevée dans la commune de Lomé avec une prédominance féminine. Cette affection méconnue chez près de la moitié des hypertendus est non seulement en rapport avec l'âge, mais aussi avec la consommation salée et surtout l'obésité. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Également, elle est majeure dans la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, entre autres, qui représentent les principales causes de décès. La consommation excessive d'aliments salés, d'aliments transformés, d'alcool et de tabac sont souvent à l'origine de cette hausse de cas de la maladie et il est recommandé de manger sainement ou encore de faire du sport. Adebola Omotosho est un pionnier. Il est l'un des rares automobilistes de la tentaculaire Lagos à rouler au gaz naturel. Mécanicien de métier, il n'a pas hésité à franchir le pas et économise plus de 60 000 Naira par semaine, environ 35 €, depuis qu'il a abandonné l'essence. Même s'il doit faire de la route pour s'approvisionner. Ça m'éloigne d'environ 8 km de mon domicile, ce qui pose problème dans une certaine mesure parce que l'endroit où je m'approvisionne en gaz n'est pas sur mon itinéraire habituel. Bon, je dois juste faire un détour parfois pour être sûr de trouver du gaz. Mais même dans ces conditions, ça reste beaucoup moins cher pour moi d'utiliser du GNC. Le GNC, ou gaz naturel comprimé, que le gouvernement nigérian considère comme la solution miracle pour faire face aux pénuries chroniques d'essence et surtout à son coût prohibitif. Les prix à la pompe ont été multipliés par 5 depuis que le président Tinubu a supprimé les subventions sur les carburants au printemps 2023. Mais pas facile de trouver un garage capable de convertir sa voiture essence au GNC. Peu de techniciens sont encore formés, les listes d'attente sont longues. Ici, il faut en moyenne 2 jours pour mener à bien l'opération. On essaie de ramener ce délai à 3 heures parce qu'on a un certain nombre de véhicules que l'on veut convertir d'ici 6 mois à 1 an maximum. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire ça en 3 heures. C'est en cours. Et surtout, ça coûte cher, près de 2 millions de Naira, un peu plus de 1 000 €. Le gouvernement propose des prêts aux particuliers, mais malgré tout, le frein financier est important. Cette spécialiste du secteur dirige une société qui aide les entreprises à passer des combustibles fossiles à des énergies plus propres. Pour elle, l'option GNC ne doit être qu'une étape. Alors qu'au Nigeria, on effectue notre transition vers le GNC, il faudrait considérer qu'il ne s'agit pas d'une transition unique, et plutôt savoir comment faire ça. De concert avec l'écologisation du réseau, l'introduction de véhicules électriques, il faudrait permettre à des sources d'énergie encore plus propres d'alimenter nos voitures et nos moyens de transport. Les véhicules électriques polluent encore moins que ceux qui fonctionnent au gaz. Malgré tout, les effets positifs sur la qualité de l'air dans les villes nigérianes peuvent être considérables si la mue des voitures et autres bus vers le gaz naturel s'accélère. Il y aurait environ 100 000 véhicules sur les 12 millions que compte le pays qui fonctionnent aujourd'hui au gaz. L'objectif du gouvernement est de convertir 1 million de bus et minibus voués au transport en commun d'ici à 2026. À bord de ce véhicule blindé, nous suivons une patrouille des casques bleus de la MONUSCO sur la route de Djaiba Fataki, contrôlée par les miliciens de la Codeco qui pillent souvent les villages aux alentours. Leur dernière attaque, il y a quelques jours, a fait 17 morts. Nous organisons des patrouilles de sécurité jour et nuit pour sécuriser les civils avec nos différentes unités. Il y a 3 groupes de patrouilles. S'il y a une menace, on nous alerte et nous intervenons directement pour réagir. Pour assurer la sécurité des déplacés de guerre, la MONUSCO procède à un encerclement des camps. L'objectif est d'empêcher les miliciens de rentrer et de tuer des civils. Un dispositif qui a sauvé la vie de nombreuses personnes, comme cette femme arrivée avec sa famille.
La MONUSCO nous a demandé de partir et de suivre le véhicule blindé pendant que les autres étaient en train de se faire tuer à la machette. Nous avons fui jusqu'ici, où nous vivons déjà depuis 4 ans. Imaginez-vous seulement si la MONUSCO partait, comment on va vivre? Ce vendredi, le Conseil de sécurité a prorogé d'1 an le mandat de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo et soutenu un retrait plus flexible des forces onusiennes du pays en raison des avancées des rebelles du M23. Mais cette décision inquiète d'autres Congolais qui annoncent déjà la reprise des manifestations pour exiger le départ des casques bleus. Ils estiment qu'en 25 ans, leurs actions ont été inefficaces. Nous sommes clairs. Celui qui a prolongé cette mission d'1 an n'a qu'à les ramener chez lui, mais pas ici à Béni. Personne ne nous imposera des gens que nous ne voulons pas. La MONUSCO s'est déjà désengagée entre février et juin dans la province du Sud Kivu, mais ses forces sont toujours déployées dans les territoires voisins du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour un retrait définitif en République démocratique du Congo. Le président angolais a gracié jeudi José Filomeno dos Santos, le fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, condamné à 5 ans de prison en 2020 pour détournement de fonds. Sa peine avait été confirmée en juillet par la Cour suprême de Luanda, quelques mois après son annulation par une autre cour pour des motifs de procédure. À la tête du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, José Filomeno dos Santos était accusé avec 3 autres prévenus d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de ce fonds vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. Cependant, à Luanda, cette grâce présidentielle divise l'opinion, d'autant plus que les 3 co-accusés restent, eux, en détention. Le président João Lourenço a défendu un geste d'unité et de réconciliation en l'honneur du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et de la période des fêtes. Deux fois par jour depuis bientôt 50 ans, Diogène chante pour ses vaches des sérénades écrites il y a des siècles. Femelle à robe grise et mâle à robe noire, vous êtes mes préférés. Car au Rwanda, ces vaches appelées Inyambo et possédées par une poignée d'éleveurs sont considérées presque comme sacrées et sont élevées uniquement pour leur beauté. Quand je chante leur beauté. Je les félicite pour leur capacité à choisir de bonnes herbes pour ensuite produire du bon lait. Vous savez, si vous ne chantez pas pour les Inyambo, elles ne vous donneront pas de lait. Alors, en plus de ces chants, souvent, Diogène vient avec des danseurs triés sur le volet. Quand tu danses pour elles, elles aussi dansent et font comme ça. S'il se donne tant de mal à satisfaire ses vaches, c'est qu'elles représentent un pilier de la culture rwandaise. Rotimoa, appelé maître ici par tous, propriétaire de ce cheptel, en sait quelque chose. Les Inyambo sont originaires du Rwanda. Pour nous, l'Inyambo, c'est la vie, c'est la richesse, c'est la culture. Sans Inyambo, il n'y a pas de culture rwandaise. Les vaches que vous voyez ailleurs dans le pays sont toutes originaires du Rwanda. Même si aujourd'hui elles sont de nouveau sur le devant de la scène, les Inyambo ont un temps failli disparaître du Rwanda au lendemain du génocide des Tutsis, car beaucoup de leurs propriétaires avaient dû fuir et abandonner leur bétail. Dans les collines de Bigogwe, elles ont été réhabilitées il y a seulement 2 mois grâce à Ngabo, un jeune fermier. Il propose des visites touristiques dans sa ferme. Ce que je constate, c'est à quel point les gens sont impressionnés de les voir à Bigogwe. Je ne m'attendais pas à autant de succès. Je m'attendais à avoir des étrangers, mais là, ce sont les locaux qui viennent les voir. Des Rwandais comme Solange, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, qui a fait 3 heures de route pour venir admirer ces Inyambo. Impossible de dire à quel point elles sont belles, à quel point leurs cornes sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose de pouvoir toucher notre histoire avec nos mains. Depuis la primaire, on lit des livres sur les Inyambo. Pour moi, être si proche, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Les Inyambo ont aussi inspiré des pas de danse traditionnelles rwandaises, comme le Gushayaya, majoritairement dansé par les femmes.
Et là, on va essayer ça. Cécile est professeure de danse. Elle a consacré plusieurs années de sa vie à étudier le lien entre ces animaux et les danses traditionnelles au Rwanda. Les bras sont vraiment importants, donc ça représente les cornes des vaches, soit quand ils se grattent et que les cornes vont sur les côtés, donc ce qui va faire un peu ça. L'Inyambo en soi a ce côté doux, grâce, élégance, beauté. Fierté de toute une nation, le ministère de l'héritage culturel rwandais ambitionne de faire entrer la culture pastorale des Inyambo au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Costume neuf, bâtiment en bon état, l'Ouganda ne manque pas d'écoles séduisantes pour former sa jeunesse. Mais ceci a un coût pour les parents. Même avec une subvention de l'État, ces collèges peuvent demander plusieurs centaines de dollars US par trimestre en frais de scolarité, jusqu'à 700 pour les plus prestigieuses. Des sommes inabordables pour les parents pauvres, et quand les parents ne peuvent plus payer, la direction appelle, menace, puis la sanction tombe. Les écoles ne sont pas patientes avec nous. Même quand vous ne devez que 1000 shillings sur 10 000, ils vont renvoyer votre enfant à la maison. Ils s'en fichent, ils vont l'expulser jusqu'à ce que vous ayez payé ces 1000 shillings. Tout ce qui les intéresse, c'est le business. Ils ne proposent aucune aide. C'est la triste histoire qui est arrivée à Shalom Mirembe, renvoyé alors que son père gisait mourant à l'hôpital. Depuis, sa mère Justine est seule pour s'occuper de 4 enfants, les nourrir et, quand elle le peut, les envoyer à l'école. D'autant que des frais supplémentaires s'ajoutent sans arrêt. Un jour, ils doivent partir en excursion ou ils doivent aller nager. Quand je vois que je ne peux pas trouver l'argent pour ça, je leur dis « Vous devriez rester à l'école car je ne peux pas payer. L'école attend encore des frais de scolarité. Alors comment je peux payer pour cette activité en plus ?» Shalom fréquente l'école secondaire Wampiwo Ntake à la périphérie de la capitale ougandaise. D'après la directrice adjointe, sur 2100 élèves, 400 viennent de familles pauvres qui ont régulièrement des difficultés à payer. Ceux dont les parents ont des problèmes arrivent des fois avec l'idée de payer en nature. Ils disent « Est-ce que je peux apporter du manioc ? Est-ce que je peux apporter des pommes de terre ?» Ils proposent des légumes, des ananas ou encore des pastèques. Et nous on dit oui. En Ouganda, la majorité des écoles relèvent maintenant du secteur privé. Elles répondent à une certaine demande, mais le gouvernement ne semble pas vouloir intervenir dans les prix qu'il fixe. Résultat, des millions d'enfants sont déscolarisés pour des raisons financières. Une foule à l'assaut d'une prison de Maputo. Ces images vérifiées par Reuters donnent un aperçu de la colère populaire qui monte dans le pays depuis les dernières élections. Mercredi en début d'après-midi, un groupe venu de l'extérieur submerge les gardes. Un groupe de manifestants subversifs s'est approché des environs de la prison, faisant du bruit avec leurs protestations, exigeant la libération des prisonniers qui y purgent leur peine. Ils ont fait sortir des cellules et de la prison 1534 détenus. La confrontation a fait 33 morts et 15 blessés selon les chiffres de la police, qui a annoncé avoir rattrapé 150 détenus en fuite et empêché des émeutes dans 2 autres prisons. Mardi, les rues de la capitale s'étaient déjà enflammées, faisant 21 morts. En cause, la confirmation par la plus haute juridiction du pays de la victoire du parti au pouvoir Frelimo au terme d'un scrutin contesté. Le principal opposant revendique la victoire. Depuis l'étranger, il accuse la police d'encourager les troubles. La même police qui a assassiné auparavant encourage presque les gens à attaquer, à voler. Il est plus qu'évident que ce vandalisme est lié à un plan déjà élaboré, qui n'a pas réussi auparavant et qui consistait à déclarer l'état d'urgence, ce qui n'a pas fonctionné. Et maintenant, ils le font à nouveau. 78 personnes ont été arrêtées à ce jour et les mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays, a déclaré le ministère de l'Intérieur.